3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, c'est une émission Overtime que je vous propose. Toi, je sens que tu vas nous parler de l'histoire de la ligue. Carrément, parce que c'est un top all-time qu'on va faire. Mais avant de commencer, je vous invite particulièrement à regarder l'émission jusqu'à la fin. Parce que comme promis il y a pas longtemps, j'ai quelque chose à vous faire gagner aujourd'hui. Bref, ce week-end c'est l'All-Star Game et comme chaque année, il y a des heureux et des déçus. Là par exemple, Rudy Gobert a trouvé que sa non-sélection était réellement injuste. En même temps, c'est le meilleur défenseur de la ligue, c'est vrai. Mais sans rentrer dans les débats à propos de Rudy, ce qui est sûr, c'est que chaque année, il y en a qui manquent le couperet de très peu. Et parfois, ça dure toute leur carrière. Donc aujourd'hui, on va faire le top 6 de ceux-là. Ceux qui, malgré un excellent niveau, n'ont jamais disputé de All-Star Game. Ah, c'est intéressant ça. Et tu te bases sur quoi pour les classer? Je prends à peu près les mêmes critères que pour une sélection All-Star. Les performances individuelles, le rôle dans l'équipe, le bilan collectif. Classique, quoi. Mais honnêtement, ça a pas du tout été simple. J'ai voulu commencer à lister quelques joueurs, puis je me suis vite retrouvé avec une liste de plus de 70 noms. Et là, pour les départager, je te raconte pas la prise de tête. Alors j'ai valorisé d'autres choses, comme la durée au plus haut niveau, les bons parcours en play-off et les récompenses individuelles. Au final, en faisant tout plein de calculs savants qui permettaient aussi de relativiser les stats en fonction de l'époque, je suis arrivé, non sans hésitation, à un top 6. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Numéro 6, on commence par un joueur qui me tient à cœur, Marcus Camby. À chaque fois, là, comme ça, j'affiche les stats de la saison où pour moi, le joueur aurait le plus mérité d'être All-Star. Là, le pivot défensif a connu son prime entre New York et Denver. Et en 10 ans dans ces deux teams, il a participé 8 fois aux playoffs. Spécialiste du rebond et du contre. Le gars a plusieurs fois tourné en double-double, affiché des moyennes supérieures à 13 rebonds et terminé une saison à 3,7 contre. Ah ok, ça n'a jamais été un scoreur Camby, mais là, tu nous donnes des stats qui valent leur pesant de cacahuètes. C'est ça, c'était un vrai intimidateur. Défenseur de l'année en 2007, 4 fois dans les defensive teams, c'était chaud d'approcher le panier lorsqu'il était dans la peinture. Et pourtant, jamais le gars n'a été All-Star. C'est pas bon signe pour Rudy Gobert ça. Ouais, pas faux. Bon, Rudy après il a de meilleurs stats que Marcus quand même. Mais vous voyez la saison qui est là-haut? Camby il a fait ça ou presque sur quasiment 12 ans. Et jamais il n'a eu son étoile. Il y avait beaucoup de concurrence peut-être? Si on reprend l'époque de Denver déjà, dans sa team il y avait Carmelo Anthony. Lui, il était All-Star à chaque fois. Et ensuite, en deuxième All-Star, parfois il y a eu Kenyon Martin, parfois il y a eu Allen Iverson. C'était pas facile de trouver une place pour un troisième All-Star. Après, quand il était à New York, comme sélectionné au poste de pivot, il y avait principalement Alonzo Mourning et Dikembe Mutombo. Mais quand on voit qu'un mec comme Antonio Davis a eu son étoile en 2001 par exemple, je trouve ça dommage qu'il n'y ait jamais eu de petite place pour Camby. Quand il était à Denver à l'ouest, c'était un peu pareil. Beaucoup de concurrence encore entre Tim Duncan, Yao Ming, Shaquille O'Neal et Amar'e Stoudemire. Mais là encore, quand on voit que Brad Miller par exemple a été All-Star en 2004, on se dit qu'un défenseur avec l'impact de Marcus Camby aurait bien mérité d'être récompensé un jour. En numéro 5 maintenant, on change de poste puisqu'on sélectionne un meneur de jeu en la personne de Mike Bibby. Quoi? Il n'a jamais été All-Star? Eh non. Pourtant, des saisons à plus de 55 victoires, il en a fait à Sacramento. J'affiche celle qui pour moi a été la meilleure, mais elle n'est pas un cas isolé. En 2002, Bibby a connu une finale de conf avec les Kings après une saison à plus de 60 victoires. En 6 ans à Sacramento, il n'a connu qu'une seule saison avec un bilan négatif, la dernière. Transféré ensuite aux Hawks, il a continué à être bon et à disputer les playoffs. En d'autres termes, Bibby a joué dans des équipes très performantes, était titulaire à la main et pouvait tout à fait s'afficher comme l'une des premières options au scoring. En 2006, lors de la saison que j'ai choisi d'afficher là-haut, une saison à 44 victoires mine de rien, c'était même Mike Bibby le meilleur scoreur de sa team. Oui, devant Peja Stojakovic ou même Meta World Peace. Mais en plus de ça, il délivrait constamment ses 5 ou 6 passes décisives par match. Ok, de ce que tu me dis, il aurait au moins mérité une étoile cette année-là. C'est à cause de la concurrence encore? Steve Nash, Tony Parker, Steve Francis, Stephen Marbury, Gary Payton, Sam Cassell, il y avait beaucoup de monde à cette époque sur le poste de point guard dans la conférence Ouest. Et même si ça peut un peu expliquer le fait que Bibby n'ait jamais été sélectionné, ça donne des regrets. Parce que franchement, au niveau des critères étudiés, Bibby est vraiment méritant. It's a nice place. You know, I love it here. I'm probably never gonna move from here. On enchaîne direct avec le numéro 4. On a déjà parlé d'un intérieur, puis d'un meneur. Maintenant, c'est au tour de Jalen Rose d'être évoqué. Un mec fait pour jouer sur les ailes, mais aussi tout à fait capable de dépanner au poste de meneur de jeu. Le genre de gars polyvalent que tu kiffes, toi. Exactement. Et ce qu'on va retenir surtout, c'est son passage à Indiana entre 1996 et 2002. En 1998 et en 1999, les Pacers enchaînent 2 saisons qui se terminent en finale de conférence. Et c'est la saison suivante que j'ai décidé de garder pour Jalen Rose, même si ce n'est pas la meilleure au niveau des statistiques individuelles. Mais bon, mine de rien, à ce moment-là, le gars a un rôle primordial à
Indiana. C'est lui le meilleur marqueur devant Reggie Miller et les Pacers dominent la conférence Est. En saison régulière déjà, mais aussi en atteignant les finales NBA. T'es en train de me dire que le meilleur scoreur de l'équipe finaliste n'est pas allé au All-Star Game? C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Et puis Jalen Rose quand même, c'est 7 saisons à plus de 18 points de moyenne dans sa carrière. Il est même monté à 23,5 unités par rencontre avec les Bulls. Ouais, mais à l'époque ça gagnait pas beaucoup avec Chicago. C'est sûr, c'est pour ça que j'insiste davantage sur son passage à Indiana. Après, comme pour les autres, on peut pas cacher qu'il y avait une énorme concurrence à l'Est. Vince Carter, Tracy McGrady, Ray Allen, Allen Iverson, Jerry Stackhouse, Latrell Sprewell, Alan Houston. Pas forcément facile de trouver une place pour Rose là-dedans. Mais quand même, avec de telles choses accomplies, ils auraient pu lui trouver une place. Surtout qu'au milieu de ceux que t'as cités, Rose il a pas à rougir. Carrément. Et voilà pourquoi il est numéro 4 de ce classement. Oh non, really? C'est maintenant l'heure du podium et c'est donc logique que je commence avec le numéro 3. Et là, on va parler d'un mec qui jouait il y a encore peu de temps, Jason Terry. Vous pouvez le deviner, l'époque qu'on va le plus étudier, c'est son passage aux Mavs entre 2004 et 2012. En 8 saisons à Dallas, il en connaît 7 au-dessus des 50 victoires et même 2 au-dessus des 60 victoires. Alors forcément, ça fait beaucoup d'aventures en playoff. Lorsqu'en 2006, Dallas perd en finale contre Miami, Jason Terry est l'option 2 derrière Dirk Nowitzki. En 2011, 5 ans plus tard, lorsque les Mavs remportent enfin le titre, même histoire. Et pourquoi il a jamais été All-Star alors en tant que deuxième meilleur scoreur d'une équipe qui a dominé autant si longtemps? Et bien mis à part avec Josh Howard qui a été élu une fois et avec Jason Kidd qui a été élu un peu plus tard, Dallas n'a que rarement eu de multiples All-Stars pendant cette période. Souvent il y avait Dirk Nowitzki et rien d'autre. Mais quand on voit le niveau que l'équipe a affiché pendant tant de saisons, on se dit que tous les ans Dallas aurait presque mérité d'avoir au moins 2 All-Stars. Et quand on voit à quel point Jason Terry est un homme clé de la grande époque des Texans, je me dis qu'il aurait pu à plusieurs reprises être ce second All-Star. Mais bon, le destin en a voulu autrement. La concurrence encore? C'est sûr qu'individuellement il y avait du level pour prendre sa place. Kobe Bryant, Tracy McGrady, Ray Allen, Manu Ginobili, Allen Iverson ou encore Brandon Roy. Mais parmi eux, tous ne pouvaient pas se vanter d'être allés aussi loin, aussi régulièrement en playoff à la même époque. Jason Terry mérite donc bien sa place sur le podium de ce classement. It's truly amazing. Pour le numéro 2, on revient dans les années 80 du côté de Boston puisqu'on parle de Cedric Maxwell. En 8 ans dans le Massachusetts, il a connu 5 saisons au-dessus des 60 victoires et a remporté 2 titres. Mieux encore, en 1981, il est élu MVP des finales. Rien que ça. Et comment c'est possible qu'un MVP des finales ne soit jamais All-Star? C'était un mec qui était pas très bon et qui a assuré une fois dans sa vie lors de ses finales. Il a été bon lors des finales 81, c'est sûr, mais le reste du temps, c'était quand même pas n'importe qui le mec. Regarde ses stats. Par contre, avec Larry Bird, Tiny Archibald, Kevin McHale, Robert Parrish, Dave Cowens, il y en avait du monde à récompenser chez les Celtics à cette époque-là. N'empêche que au poste 3, même s'il était discret, Maxwell c'était une valeur sûre, aussi bien au point qu'au rebond. Travailleur de l'ombre, discret mais efficace, il est toujours passé à côté du radar des sélections All-Star. Mais quand on voit l'importance du rôle qu'il avait au sein de ces Celtics légendaires, on se dit forcément qu'il fait partie des principaux oubliés all-time. Ouais, enfin quand je vois la concurrence qu'il y avait dans sa propre équipe à Boston, déjà ça devait être carrément pire quand tu prenais tous les gars de la conférence Est. Ben ouais, à son poste, en plus de Larry Bird qu'il y avait forcément, il y avait aussi des gars comme Sidney Moncrief, Julius Erving, Michael Ray Richardson, George Gervin, Bernard King, Bobby Jones. Tout ça, c'est des noms hyper ronflants. Mais ce qui est sûr, c'est que parmi eux, aucun d'eux n'a jamais été élu MVP des finales. Ça craint que Cedric Maxwell n'ait jamais pu aller au All-Star Game. Et celui qui pour moi domine le top 6 du jour n'est autre que Byron Scott. Entre 1983 et 1993, il a eu un rôle très solide chez les Lakers qui pendant ce laps de temps sont allés 6 fois en finale et ont remporté 3 fois le titre. Quand en 1988 les Lakers sont champions, qui c'est le meilleur scoreur de l'équipe à ton avis? Karim Abdul-Jabbar? Magic Johnson? James Worthy? Non, je t'arrête tout de suite. Malgré la présence de ces 3 légendes dans l'effectif, c'est bien Byron Scott qui scorait le plus pendant la saison régulière cette année-là. Et le gars n'a jamais fait un All-Star Game. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Bah un peu comme pour Maxwell avec les Celtics, il y avait déjà beaucoup de monde à récompenser chez les Lakers. Et Byron Scott n'avait peut-être pas à l'époque le même charisme que certaines légendes. Il faut dire qu'en plus de Magic Johnson qui était dans son équipe, il y avait des gars comme Alvin Robertson, Mark Aguirre, Alex English, Clyde Drexler ou même Dale Ellis. Ça fait du monde à son poste. Mais encore une fois, parmi eux, qui a déjà terminé meilleur scoreur d'une équipe remplie de légendes en tournant à 52% au tir et en finissant la saison avec le titre? Personne. Voilà pourquoi, pour moi, Byron Scott est le meilleur joueur all-time à ne jamais avoir participé à un All-Star Game. Marcus Camby, Mike Bibby, Jalen Rose, Jason Terry, Cedric Maxwell, Byron Scott, voilà pour ce qui est de mon top 6 all-time des joueurs jamais sélectionnés pour un All-Star Game, voilà pour ce qui est de ce 5e overtime. Je voulais quand même faire un petit big up à des gars comme Eddie Johnson, Rod Strickland, Happy Hairston, Drazen Petrovic, Tony Kukoc ou Lamar Odom, qui chacun pour des raisons différentes n'ont jamais participé à un All-Star Game non plus. J'ai passé un temps fou à préparer cette émission et je n'ai pas réussi à leur trouver une place dans mon top 6. Autant dire que c'était un vrai crève-cœur.
Pour ceux que ça intéresse, je mettrai une liste des joueurs que j'ai étudiés dans la description. Vous verrez qu'il y a beaucoup de monde et pas n'importe qui. Mais comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Dans le Overtime qui parlait des 6 trades les plus hot avant la deadline, je vous demandais quel était le recordman de l'histoire des sélections pour un All-Star Game. Vous avez été plus d'une centaine à donner la bonne réponse, c'est bien. Et la réponse qu'il fallait donner, c'était Karim Abdul-Jabbar, avec 19 sélections. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui j'ai un petit quelque chose à vous faire gagner avec le quiz d'aujourd'hui. Vous connaissez Basket le Mag? C'est un très bon magazine qui parle de basket NBA, de basket FIBA, mais qui fait aussi des reportages très originaux et très intéressants sur le monde de la balle orange. Et dans leur dernier numéro, actuellement en kiosque, on peut y retrouver un portrait de Rudy Gobert. Dans une longue interview, il se confie comme il ne l'a probablement jamais fait au micro de notre partenaire du jour. Tu mettras le lien de leur site dans la description s'il y en a qui veulent s'abonner. Bah ouais, parce qu'en parlant de ça, Basket le Mag offrira aux 2 abonnés tirés au sort qui auront la bonne réponse 2 abonnements découvertes de 3 mois. Pour ça, il va falloir être bon concernant la question suivante. Dans quel club Rudy Gobert a-t-il fait ses débuts professionnels? Vous avez la réponse? Facile, postez-la en commentaire. Lors de la prochaine vidéo, j'annoncerai les noms des 2 prochains gagnants tirés au sort. Faudra être bien à l'écoute. Alors pour ne pas la manquer, comme le dit Théo Malédon, abonnez-vous à la chaîne Sidiama. Et activez la cloche en bas pour avoir les notifications. Pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info. Vous pourrez notamment y trouver 3 interviews maison récentes de Bill Wennington, de Nikola Vucevic et de Ian Mahinmi. Il y aura le lien aussi dans la description. Et puis évidemment, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous continuiez à me mettre des petits pouces bleus pour soutenir votre rubrique et promouvoir la chaîne. A très vite!